et notamment des investisseurs. On parle de foncier, on parle de facilitation aussi. Est-ce que c'est répercuté? Moi, si vous me donnez encore une seconde pour ça, moi je dis non. Non, par rapport à certaines régions, qu'il y a des walis qui s'adaptent, qui sont réactifs, qui prennent la décision rapidement, d'autres qui ne le font pas. Et pourquoi ne le font-ils pas, justement? Je ne sais pas, moi j'étais à Adrar pour dire comment on fait l'investissement. C'est les mêmes lois qui sont à Adrar comme ils sont à Alger, à Tipaza, à Blida ou à les terres, là où il y a la terre fertile. Si vous allez faire un investissement, vous avez la même réglementation qu'il y a au nord qu'il y a au port du sud. Et puis on a les métiers, on a certains métiers dans l'agriculture et tout ça. Ils sont les décisions doivent être adaptées selon les régions. Absolument. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte? Est-ce que c'est quelque chose dont l'État est conscient? Et pourquoi il n'y a-t-il pas de... Ce sont des situations auxquelles font face seules, finalement, les entreprises privées notamment. En tous les cas, les décisions qui sont prises à un niveau central dans n'importe quel État sont censées être prises en charge au niveau déconcentré. Maintenant, il peut y avoir par-ci par-là des décisions... des situations individuelles. Mais en tous les cas, les institutions et leurs démembrements régionaux ou locaux sont censés prendre en charge ce type de décision. En tous les cas, les guichets uniques de l'ANDI ou alors le CalPIREF sont régis par des réglementations et qui sont censés prendre en charge les problèmes. Maintenant, la problématique que pose M. Agoun en disant comment multiplier ce nombre d'entreprises quasiment par 2 ou voire par 3. C'est le travail que nous essayons de faire au ministère de l'Industrie. Nous sommes en train d'aller vers l'élaboration de la nomenclature des produits qui sont fabriqués localement. Nous avons analysé les factures d'importation. C'est 60 milliards de dollars d'importation. 82% de ces importations sont des produits industriels ou semi-industriels, des produits finis ou des demi-produits. C'est un réservoir, un potentiel de 30 milliards de dollars sur lequel nous pouvons travailler. L'ensemble de ces produits se résume pratiquement au niveau de 4 filières. Nous essayons d'affiner de plus en plus, d'aller pour définir quelles sont les filières porteuses aujourd'hui où nous disposons des possibilités de manufacturer des produits localement. Et c'est en ce sens que la mesure comprise dans la loi de finances pour 2015, elle vient de cette analyse. Quand nous avons identifié les 11 filières qui ont besoin de ce soutien, d'exonération totale de droits et taxes sur les produits importés, sur les inputs, etc. Elle vient de cette analyse. C'est comme ça, il n'y a pas un autre chemin. Ce sont des décisions qui ne feront pas l'objet de restrictions eu égard à la situation actuelle de la baisse du prix du pétrole et donc de la diminution des recettes fiscales. Ce sont des décisions qui ne seront pas revues. Absolument pas. Elles sont inscrites au budget pour cette année. J'avais dit tout à l'heure que le communiqué précise qu'il faut garder le cap sur le programme d'investissement public et qu'une partie de ces investissements publics doivent être réalisés par la production locale. Ce n'est pas en prenant le contraire de cette décision que nous allons réaliser cet objectif. On va rester dans le secteur financier justement et parler, si vous me permettez, des banques. Dans l'idée, pour ne pas que l'idée me reste là toujours, ça fait 2 ans, M. le Premier ministre a fait un périple en Algérie. Elle a fait des visites en Algérie. Moi, je l'ai entendu dans chaque wilaya. Ils donnent des instructions à M. les Wali de créer des zones d'activité dans chaque commune, dans chaque wilaya et dans chaque commune. Et nous sommes aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un wilaya qui a pris cette instruction et a fait dans des communes des zones d'activité. Parce que quand on a des consentements de population, heureusement qu'on a construit beaucoup de logements dans toutes les communes d'Algérie, dans tous les wilayas d'Algérie, est-ce qu'on a accompagné ces logements par des zones d'activité, des zones industrielles? Pour les rendre viables. Absolument, pour que les gens puissent... Maintenant, il ne va pas se déplacer 200 km pour travailler. À la limite, qu'il aura à proximité une activité. Et ça a été, moi-même, j'ai entendu M. le Premier ministre qui a donné instruction à tous les walis de créer, ça fait 2 ans. Donc si on prend des décisions 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on ne peut pas réaliser, on ne peut pas être dans le terrain, mais je ne sais pas quand est-ce... Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans les crises de pétrole. Ça fait 2 ans, on n'était pas dans la crise de pétrole. Et M. le Premier ministre a ordonné aux Wali de leur dire qu'il y ait des zones d'activité. Justement, alors il y a les décisions, mais il y a aussi, je le disais, on revient à l'aspect financier. On va y rester un tout petit peu pour parler des banques. Les relations très tendues toujours par l'entreprise et la banque. On dit souvent que les banques ont augmenté sensiblement les crédits à l'investissement. Est-ce que, de votre point de vue, M. Amimeur, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est ressenti réellement sur le terrain? Est-ce que les banques ont moins peur de prêter de l'argent aux entreprises? Ben oui, nous avons cette expérience, effectivement. Je remercie les responsables de
de CPA, plus précisément. Oui, essayez de ne pas faire de la publicité, tout de même. Enfin, c'est trop tard, allez-y. Non, mais c'est un fait. Parce que les banques, peut-être qu'elles... mais bon, la banque elle demande beaucoup plus de garanties que ce qu'elle donne. Tout compte fait, il faut se plier en 4 pour avoir 1. Il faut donner 4 pour avoir 1, c'est ce que je voulais dire. Donc la banque, elle prend toutes les garanties et malgré, pour elle, ce n'est pas suffisant. Il y a des difficultés effectivement d'avoir des crédits parce que si on avait ces crédits, quand même, l'entrepreneur pourrait se développer, pourrait prendre certaines initiatives. Comme je vous l'ai déjà dit, pour une entreprise privée surtout, c'est très difficile de joindre les deux bouts quand on doit faire face à tous les achats au comptant, je dis bien au comptant, à la masse salariale, aux impôts, aux charges sociales, et de l'autre côté, sauf par miracle, s'il y a une petite crise, s'il y a une petite mévente, on se retrouve bloqué. C'est ça. Et un crédit, une ligne de découvert n'est pas suffisante. Bon, on peut obtenir une ligne, comme je vous l'ai dit, avec tous les sacrifices qu'on exige de nous, mais on ne peut pas aller au-delà. Ça veut dire qu'il y a... Et ça freine également les initiatives d'investissement, d'élargissement des activités. Même pour le fonctionnement, je suis désolé, il n'y a pas que l'investissement. Même pour le fonctionnement, maintenant, quand il y a une crise, même pour le fonctionnement, il faut jongler avec tout ça pour réussir, pour faire face à toutes les dépenses. Et parce qu'on dépend de la vente, il y a le chiffre d'affaires. Donc, des fois, on a des méventes. Des fois, on a des crédits. Je vais vous raconter le problème de l'entreprise privée, plus précisément. Nous avons une entreprise privée. Nous facturons tout ce que nous vendons. Nous ne pouvons pas concurrencer certaines ventes qui ne sont pas facturées par d'autres concurrents. Oui. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous sommes vraiment bloqués. Parce que quand quelqu'un se présente chez vous, il vous dit, bien, vendez-moi pour 5 millions de dinars, pour 6 millions de dinars, mais je ne voudrais pas de facture. Et vous êtes bloqué. Et c'est idem également pour la situation de vos salariés. Vous êtes une entreprise qui payait vos salariés et payait les cotisations sociales, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises privées aussi. Exactement. À ce nous n'avons aucune personne non déclarée dans notre société. Nous payons la charge. Nous sommes considérés effectivement comme une entreprise publique. On ne peut pas recruter quelqu'un sans le déclarer le jour même à partir du premier jour de, premier jour de travail. Et puis de l'autre côté, il y a une concurrence. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire, est-ce que c'est tant mieux pour eux ou non, mais pour nous c'est un problème. Pour vous c'est pas tant mieux, ça c'est sûr. Ah non, ça c'est sûr. Et pour ce qui est du relèvement des salaires, on sait que l'État s'est engagé depuis plusieurs années pour relever le niveau des salaires. Pour l'entreprise, c'est pas facile tous les jours, j'imagine. Que ce soit public ou privé. On aborde l'année 2015 avec un relèvement du plafond du salaire national minimum garanti. Donc les salaires vont être revus, hein, c'est bien ça, Kamal Aksous. Théoriquement, abrogation du SNMG de l'article 87 bis oblige. Théoriquement, il y aura redéfinition d'un nouveau SNMG. Et celui-là, semblerait-il, est porteur, bien sûr, d'un impact sérieux sur les frais de personnel de l'ensemble des entreprises. J'imagine que votre budget, le budget du groupe Fondal, a été revu à la hausse. À titre d'exemple, sur le plan des charges, effectivement, le budget en a tenu compte. Et nous avons prévu, disons pour nous, en tout cas en ce qui nous concerne, un accroissement de la production pour pouvoir, disons, absorber un tant soit peu cette augmentation, j'allais dire fatale du SNMG. Est-ce qu'elle sera fatale pour les équilibres de l'entreprise? On parle de votre entreprise qui est publique, je le rappelle, une EPE. Oui. Non, pas fatale, mais c'est une des données, entre autres du secteur public, de n'avoir pas, disons, complètement en main cette maîtrise des coûts salariaux, puisque une décision de cette envergure, c'est une décision nationale qui s'applique à l'ensemble des secteurs et tout le monde en prend acte. Doit s'y restreindre. On prend acte, on verra s'il y a des déséquilibres sérieux. Il se peut que le problème soit posé, peut-être, là où il faut qu'il soit posé pour en atténuer l'impact sur l'entreprise directement. Bon, sinon, il faut souhaiter que la croissance
de l'activité viennent amortir ce choc. Encore une fois, c'est l'argent de l'État. Hein. On parle d'entreprises publiques, économiques. C'est encore une fois l'argent de l'État qui va être sollicité pour les budgets de ces entreprises, qui va donc gonfler. Est-ce que c'est quelque chose qui a été pris en considération la baisse du prix du pétrole, on y revient, la décision d'augmenter le SNMG. Est-ce que ça sera possible? Moi, je pense que pour rester dans la problématique que nous sommes en train de traiter de la production nationale, ce n'est pas pour éviter la question des salaires, mais pour rester juste dans la problématique, le salaire est un élément des coûts des produits que fabriquent nos entreprises. Il faut l'évaluer objectivement. Selon des situations, il est parfois plus facile de compresser les salaires parce qu'il est plus difficile de travailler sur les coûts des inputs. D'où la discussion que je voulais engager tout à l'heure à propos de la nomenclature des produits. Peu d'entreprises, nous n'avons pas un système d'information qui informe nos entreprises sur les inputs qui sont fabriqués localement pour pouvoir travailler sur ça. Input, vous voulez dire, pour que monsieur tout le monde puisse comprendre? Les inputs, c'est toute la matière première dont nous avons besoin pour fabriquer les intrants. J'ai besoin de la tôle pour fabriquer tel ou tel autre produit, de vis, de plastique. Ce en quoi investissent les entreprises? Absolument. C'est sur l'ensemble de ces éléments qu'il faut travailler et le salaire n'est qu'un élément parmi les éléments de coût. Vous avez entamé tout à l'heure la discussion avant de commencer l'émission sur le décor dans lequel nous sommes. C'est un produit qui est fabriqué localement, c'est du carton, c'est des produits recyclables, qui respectent toutes les... Mais personnellement, je n'étais pas informé que c'était produit localement et je crois que les collègues également qui sont là. Donc, alors que dire d'un ensemble, parfois des centaines d'inputs économiques qui interviennent dans la fabrication d'un seul produit fini, mais dont nos entreprises ne sont pas informées. Donc un manque de visibilité. Un manque de visibilité. Donc tout l'objectif, c'est la mise en place d'un système d'information national qui doit être mis à jour régulièrement. Il faut sortir de l'empirisme et de l'intuition. Nous ne pouvons pas fabriquer des produits par intuition parce que nous savons que de la matière première ou des produits qui peuvent rentrer dans la fabrication du produit fini peuvent venir de l'étranger. Moi, ce que je dirais aussi, pour ne pas perdre du temps, parce que si on va rester que faire des études et faire pour voir ce qu'il y a de l'avenir, on a fait des assises des PME-PMI et on a fait des assises d'industrie. Donc on a identifié tout ce qu'on a comme besoin et tout ce qu'on a comme disponibilité. Et ça fait 3-4 ans qu'on a fait ça pour faire un grand pas aussi en avant, pour avancer. Mais malheureusement, ce qu'on sent en tant qu'entreprise, à chaque fois qu'il y a des crises, on revient à l'arrière de dire on va faire des statistiques, on va faire des recherches, on va voir ce qu'il y a. Alors tout y est là. Tous les ministères, ils ont des rapports. Quand on fait des assises, 3 jours, tout le monde est là, tous les experts algériens, tous les moyens sont mis à dispo pour s'en sortir. Et on sort à la fin avec des recommandations à moyen terme et rien n'est appliqué. Et quand on est dans une crise, on dit encore, on va faire encore des assises, on va faire des journées, on va faire ce qu'il y a à voir. Moi, je pense aujourd'hui, l'entreprise a besoin de quelque chose de très rapide. Parce que le temps pour nous, c'est d'avancer, parce qu'on a pris beaucoup de retard. Malheureusement, que cette discussion, normalement, a été déjà dépensée de l'Algérie. Mais bon, ça a été ce qui était. Donc, on doit faire des choses assez rapides à l'entreprise algérienne. Il faut créer de l'entreprise, il faut créer la richesse, il faut libérer l'initiative de l'entrepreneuriat et pour passer, parce que ce qu'on est aujourd'hui, le nombre déjà, il est inférieur aux besoins nationaux. Et ce qu'on a comme équipement parfois dans certains créneaux, nous sommes suréquipés dans certains créneaux. Que les équipements, ils sont là, mais ils n'ont pas de résultat malheureusement parce que la planification a été peut-être ainsi de dire on doit avantager l'agro, on doit avantager l'agriculture ou d'autres créneaux pour essayer de s'en sortir et rapidement. Il n'y a pas de choix clair en termes de stratégie, de développement des entreprises. Je reviens à ma question, celle des augmentations de salaire. Comment est-ce que l'entreprise privée, vous qui êtes l'entreprise privée, comment est-ce que vous percevez moi, je pourrais dire pour l'entreprise privée et surtout pour l'abrogation de la 87 bis, à mon avis, l'entreprise productive. On est déjà au-dessus de ce seuil de paiement parce qu'on ne peut pas faire employer des gens au-delà de ce qui était sur le SMIC, le CNMG qui est aujourd'hui. Moi, je pense que cette abrogation de la loi 87 bis, elle va toucher peut-être beaucoup plus
le secteur étatique ou le secteur privé. Parce que le secteur privé, auparavant, moi je pense, toutes les entreprises privées, déjà leur salaire a été plus élevé que ce qui a été demandé pour les SNG. Nordin Amimer. Non, ce n'est pas évident. De toute façon, l'entreprise elle est obligée de respecter la loi, donc de procéder à cette régularisation, ce qui va effectivement se répercuter sur